sur Radio J. Aujourd'hui, Rafi Cohen est à votre micro, Eva Soto. Et oui, chaque semaine, The Fake Breaker. Donc cette semaine avec vous, Rafi Cohen, bonjour. Bonjour Eva. Parmi tous les commentaires journalistiques et politiques de ces derniers jours à propos des événements en Syrie, ce qu'on entend filtrer, c'est qu'Israël serait prêt à conquérir des morceaux de la Syrie si on ne l'arrêtait pas, et que c'est bien dans les habitudes d'Israël qui avait déjà, entre guillemets, colonisé la partie ouest du Golan. Et oui, et comme on le sait, il existait un statu quo signé en 1974 entre le père de Bachir, Hafez el-Assad, et Israël. Mais depuis la chute du régime d'Assad, Israël est effectivement rentré dans le no man's land israélo-syrien, car malgré cet accord de non-agression, Bachir el-Assad avait engrangé d'énormes quantités d'armes à longue portée sur le littoral méditerranéen de la Syrie, et d'autres au sud étaient pointés vers Israël, ainsi que les restes de stocks d'armes chimiques qu'on lui connaît. Dernièrement, pour ne pas laisser ses armes aux nouveaux maîtres de la Syrie, Israël les a détruites et est rentré dans le no man's land en attendant de voir. Alors pourquoi ce statu quo est-il remis en question, Rafi ? Eh bien, parce que les membres du HTC sont quand même des islamistes purs et durs qui avaient fait allégeance à Al-Qaïda. Alors, ce no man's land était bien sûr surveillé par l'ONU, mais comme l'ONU n'a jamais empêché le Hezbollah de se préparer à la guerre sur le no man's land surveillé par la finule entre le Liban et Israël, on trouverait ça plutôt normal et responsable de la part d'Israël. Mais beaucoup de dirigeants occidentaux s'en sont plaints, et dont notre cher président Macron, qui pourra annoncer bientôt que s'il ne gesticulait pas, la Syrie serait 10 000 fois plus dans la... Non, je ne vais pas le dire, car ça pourrait heurter nos chastes oreilles, et ce ne serait pas digne d'une radio comme Radio J. Entre parenthèses, on entend beaucoup moins de condamnations en direction de la Turquie, qui, elle, occupe le nord de la Syrie et martyrise les Kurdes. Mais bon, on n'en est pas à une contradiction diplomatique près. Il y a donc des mythes qui circulent et qui ont la vie dure. Celui que je voudrais évoquer aujourd'hui fait un peu suite à celui dont j'ai parlé il y a 15 jours à propos de l'idée d'un Israël qui serait une colonie occidentale en terre arabe. Eh bien là, c'est la suite. C'est comment les Juifs du Yishuv ont quasiment volé la terre de Palestine. Et ce mythe-là est basé sur l'idée que ces terres ont été achetées à vil prix par de riches propriétaires juifs aux pauvres paysans arabes, voire même volés, et qu'ainsi l'indépendance du pays a pu se réaliser en 1948 aux dépens de ceux qui en ont été dépossédés. Alors déjà, vous conviendrez, Eva, que c'est contradictoire avec l'accusation de colonisation. Par principe, les colonisateurs ne sont pas des acheteurs, mais des conquérants, et ne payent pas quelque chose qu'ils considèrent leur appartenir par conquête militaire. Mais passons là-dessus aussi. Donc, jusqu'en 1920, la Palestine fait encore partie de l'Empire ottoman. Les terres appartiennent, elles, soit à des grands propriétaires arabes locaux ou à ceux habitant à Beyrouth ou à Damas, soit à des Turcs qui ne s'en occupent que de façon très légère puisque ces terres sont très éloignées d'eux, peu rentables et ne valent pas grand-chose à leurs yeux. Ces propriétés sont régies bien sûr sur le code donc du code foncier turc. Et durant le 19e siècle, les Turcs vont opérer des grandes réformes sur ce code foncier, dont deux d'entre elles sont importantes pour notre question. Une première, en 1858, qui stipule que les terres collectives, qui appartiennent en commun au village, peuvent finalement être décollectivisées et vendues à des propriétaires individuels. Cette réforme va donc permettre à des familles de cultivateurs arabes d'acheter d'anciennes terres collectives et donc aussi de les revendre. La seconde réforme importante date de 1867. Elle permet la vente des terres aux étrangers. Donc à partir de ce moment-là, il sera autorisé aux Juifs des différentes aliotes d'en acheter. La majorité des meilleures terres cultivées, qui sont celles situées sur les hauteurs vers l'est, sur un axe Nazareth-Hébron, restent le plus souvent collectives et non cessibles. Celles qui sont achetées par les Juifs du Yishuv naissant sont celles moins fertiles, par exemple dans les dunes près de la mer. Ainsi, à partir de ce moment, et c'est une des conséquences de ces réformes, vers la fin du 19e siècle, nous assistons à une explosion démographique de la population arabe. Et pour quelle raison ?
Eh bien, une des raisons, c'est que les zones où sont implantées les migrations juives deviennent des zones de culture plus performantes et d'industrie naissante, et nécessitent donc une importante main-d'œuvre et attirent de nombreux ouvriers arabes des régions voisines, comme par exemple des Bédouins qui se sédentarisent, mais aussi des paysans d'Égypte, du Soudan, de Syrie, des Druzes libanais, des Bosniaques, des Albanais, des Turcs, même des Circassiens du Caucase, et aussi même des Algériens qui avaient suivi l'émir Abdelkader dans sa fuite de l'Algérie coloniale en 1860. Mais ce n'est évidemment pas la seule raison. Il y a deux autres raisons importantes à cette démographie. La première, c'est l'ouverture du canal de Suez en 1869. C'est très important pour le raccourci vers les comptoirs anglais de l'Inde. Et en corollaire, la deuxième raison, c'est que cette expansion européenne va mettre en valeur la région et la Palestine. Je vous rappelle que le protectorat anglais en Égypte sera en place à partir de 1882. Et donc, tous ces migrants arabes vont acheter de plus en plus de terres et les prix vont augmenter alors démesurément jusqu'en 1948. Imaginez qu'entre 1910 et 1944, l'historien Georges Bensoussan rapporte qu'on estime cette augmentation des prix à 5000%. Énorme. Oui, c'est énorme, effectivement. Mais et tout ce que le KKL a acheté alors? Ben, alors à partir de 1901, c'est effectivement le KKL qui fédéralise l'achat des terres du Yishuv. Mais tous ces terrains achetés ne constitueront en 1948, toujours selon l'historien Georges Bensoussan, écoutez bien, finalement que 6% des terres du mandat britannique restreint. Celui qui va de la mer Méditerranée au Jourdain, pas l'initiale issue de la conférence de San Remo en 1920, comprenant la Transjordanie. Parce que si le calcul se faisait à partir de la Palestine du mandat britannique initial, étendu donc, cela ne correspondrait plus qu'à 1,4%, puisque la Transjordanie, c'est quand même 77% de la Palestine mandataire initiale. Et alors, c'est là que le mythe s'effondre, puisque le KKL ne possède finalement que 6% des terres de la Palestine mandataire, la restreinte. Et c'est l'ONU, avec la résolution 181, qui propose cette répartition pour le partage des terres proportionnellement à la quantité de population. Donc 55% pour le futur État juif, puisque là où habite la majorité des juifs, il y avait aussi beaucoup de travailleurs arabes. En tout, donc, 963 000 personnes pour l'État juif, dont 405 000 arabes, et 45% pour le futur État arabe, avec en tout 814 000 personnes, dont 10 000 juifs seulement. Et nous connaissons tous la suite. Les juifs acceptent ce partage, les arabes ne l'acceptent pas. Et nous en sommes toujours là, car en 2000, en 2001 et en 2007, les Palestiniens refusent encore ce partage. Pourquoi ces refus ? Eh bien, cela sera l'occasion de mon prochain épisode de Fake Breaker. Merci beaucoup, Voilà, Rafi Cohen. On vous retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup.